tous, bienvenue dans cette présentation de la formation chargée de mission en développement local du CIEDEL. Et donc, on vous propose aujourd'hui ce webinaire de présentation. Alors, les participants sont en train d'arriver, mais on va commencer tout de suite et puis les retardataires nous rejoindront en cours de route. Donc je suis aujourd'hui, ou je vais être plutôt dans quelques minutes avec Corinne Najarge, directrice des études au CIEDEL et puis par ailleurs formatrice, et puis Catherine Lyon, qui est assistante pédagogique et donc qui s'occupe notamment de tout le lien, la relation avec les étudiants, y compris pendant le processus d'inscription. Alors, commencer avant de leur passer la parole, je vais lancer la présentation. Voilà. Et vous présenter le CIEDEL, et puis après on parlera de la formation. Alors, le CIEDEL, donc vous voyez là à l'écran, le hall d'entrée de l'université, puisque le CIEDEL est hébergé comme d'autres organisations dans les locaux de l'Université catholique de Lyon. Donc là, vous voyez ce joli hall, on est dans un vieux bâtiment qui a été réhabilité. Donc comme vous voyez sur ces photos, avec les étudiants sur une passerelle et le bâtiment vu de l'extérieur. Donc c'est un chouette campus, un chouette site en plein centre de Lyon, voilà, dans lequel vous serez si vous participez à cette formation. Donc je vais passer tout de suite, excusez-moi, les diapos ne passent pas, voilà, à la présentation du CIEDEL. Donc le CIEDEL, vous le savez puisque vous êtes sur ce webinaire, mais c'est un institut de formation, bien sûr, mais c'est aussi un organisme d'appui au développement local et aux acteurs du développement local. Donc je vais vous présenter très rapidement les différentes activités. Voilà, donc l'objectif du CIEDEL, c'est vraiment de renforcer les acteurs du développement local pour qu'ils puissent contribuer sur les territoires à voilà, améliorer les conditions de vie, à créer du changement, à participer au développement, tout simplement. Et donc, on le fait à travers différentes activités. Alors, d'abord, la formation universitaire, ou même universitaire et professionnelle, en fait, que l'on donne ici à Lyon, dans l'université, qui est au cœur de ce que fait le CIEDEL. Et puis, après, à côté de cette formation longue, formation courte, on a aussi d'autres activités, donc des formations sur site, donc sur mesure pour des organisations qui ont un besoin particulier. Donc, ça peut être des collectivités territoriales, ça peut être des ONG, des OSC, des associations, voilà, toutes sortes de structures qui contribuent au développement, des mutuelles de santé, etc. On propose aussi des études et des appuis, pareil, à des organisations, donc sur différents thèmes. Alors, ça peut être des évaluations de projets, de programmes, de politiques publiques, des capitalisations d'expérience, qui est aussi une autre méthodologie, des accompagnements sous diverses formes. On fait aussi de la mise en œuvre de projets, de programmes, ou de l'appui à la maîtrise d'ouvrage. Donc là, on est impliqué en général dans des partenariats pour mettre en place des actions aussi qui contribuent au développement d'un territoire. Voilà, donc ça peut être, je pense par exemple à un projet, un programme en Libye où on travaille sur le montage de formation pour former les universités libyennes et des élus libyens afin de contribuer à la reconstruction du pays. Et puis, de la recherche-action, donc qui alimente aussi nos formations, qui nous permet de rester en avance sur des thématiques de travail importantes. Donc les 2 dernières grosses thématiques, c'était par exemple l'internationalisation des villes et des territoires, l'évolution des relations avec l'international sur les territoires. Et puis l'innovation sociale et territoriale. Donc, comment on repère, comment on accompagne les innovations qui font aussi changer la société et qui contribuent au développement des territoires. Donc ça, c'est notre panel d'action.
ce qui est intéressant, c'est que toutes ces actions, elles nous permettent d'alimenter la formation universitaire et de la renouveler constamment, en étant aussi en lien avec ce qui se fait, entre guillemets, sur le terrain. Et puis, pour finir cette présentation du CIEDEL, on est obligé de parler de nos principes aussi d'action. Donc le CIEDEL, il se positionne comme, on dit souvent, comme médiateur de territoire. Et médiateur de territoire, en fait, c'est une position de mise en dialogue des acteurs de ces territoires, des thématiques, etc. C'est vraiment être au cœur et faciliter. Et donc, ben, là-dessus, on a des principes de travail que vous allez retrouver en fait dans ce que vous voyez en formation, de valoriser par exemple les expériences, partir des forces de chacun, ne pas faire table rase de ce qui existe déjà, faire du lien entre les différents acteurs pour qu'ils puissent créer des synergies, des relations, travailler directement avec les acteurs du territoire, donc en partenariat avec ces acteurs-là. Avoir des pratiques inclusives aussi, donc un développement, oui, mais un développement voilà, dans notre approche qui inclut au maximum tous les publics qui sont intéressés par ce développement. Le croisement des thématiques, donc pour décloisonner l'action, donc éviter de travailler en silo, et puis favoriser les approches innovantes. Donc ça, c'est à la fois tout ce qu'on fait contribue à cela, mais c'est un objectif aussi, un principe aussi en soi en tout cas, de laisser de la place à ces approches innovantes. Voilà pour présenter le CIEDEL. Donc on va passer maintenant à la présentation de la formation avec Corinne Lajarge qui va prendre la suite sur la formation chargée de mission en développement local. Voilà, on va vous présenter à la fois la pédagogie, les contenus et les modalités de cette formation. Déroulement de cette formation, c'est une formation en présentiel à Lyon. Alors, je le dis en introduction parce que dans des précédents webinaires, on avait beaucoup de questions sur le fait est-ce que votre formation est à distance, etc. Donc là, on est bien sur une formation en présentiel qui se déroule sur 9 mois, d'octobre à juin, mais qui peut aussi être suivie sur plusieurs années. Alors, certaines personnes font le choix de venir sur plusieurs années parce qu'elles ont des contraintes, alors soit personnelles, familiales, professionnelles, qui ne leur permettent pas de venir sur une année complète. Voilà. Et puis, dernière chose, c'est aussi une formation qui peut être suivie en VAE, donc en validation des acquis de l'expérience. Alors, ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par la VAE, vous pouvez vous rapprocher de nous et on pourra prendre attache avec vous pour en parler, mais donc, sachez que c'est une possibilité. Alors, c'est une formation qui ouvre, une fois que les personnes ont suivi, au droit à un titre qui s'appelle donc chargé de mission de développement local en France et à l'étranger. Donc, dans notre jargon administratif français, on parle d'un niveau 7 au RNCP. En fait, c'est un niveau Bac plus 5 qui est reconnu par l'État français et qui bénéficie également d'une certification de qualité. Donc, on a cette formation est reconnue par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'insertion, et elle bénéficie de la reconnaissance également du dispositif, en tout cas du label Calliope et du Datadoc. Alors, ceci étant présenté en introduction, je vais maintenant vous présenter la formation. Alors, pour dire tout d'abord, j'ai repris une ancienne expression qu'on aime bien utiliser au CIEDEL, qui est le développement local, un métier, une conviction. Alors, c'est pour vous exprimer que cette formation conduit à un métier engageant, à tous les sens du terme. On reviendra tout à l'heure sur cette question. En tout cas, on a plusieurs objectifs dans cette formation. D'abord, d'outiller les personnes. Donc là, vous trouverez dans la formation
les grands outils méthodologiques dont on a besoin aujourd'hui pour monter des projets, évaluer des politiques publiques, capitaliser des expériences, faire un diagnostic de territoire. Donc, je dirais c'est tout ce qui est méthodologique. Mais il y a un deuxième objectif qui est pour nous tout aussi important dans la formation, c'est de permettre à chacun de redonner du sens à son action. Parfois, on est dans sa vie professionnelle confronté à une pratique routinière ou contrainte par des procédures administratives. Et il est vraiment important de pouvoir remettre en perspective l'activité professionnelle. Donc, par exemple, c'est bien de parler d'évaluation ou d'élaboration de politique publique. C'est très important de resituer ceci dans les processus actuels de décentralisation en France et dans le monde. Parce que si on ne comprend pas ça, on peut se heurter dans l'élaboration justement de politiques publiques ou dans la conduite de projets quand on est un acteur associatif à des impasses. C'est important aussi de pouvoir faire le lien entre des thématiques à enjeu et la question du développement. Hein, en quoi des projets luttent réellement contre la pauvreté, comment on construit une politique publique en donnant la parole aux habitants d'un territoire. Voilà, donc comment les politiques publiques ou les projets des associations peuvent contribuer à la lutte contre le changement climatique ou l'adaptation au changement climatique. Voilà, donc c'est vraiment cette mise en perspective, la question du sens, elle est très importante au-delà de l'outillage méthodologique. Et puis, il y a un troisième objectif qui, pour nous, est fondamental, c'est la question de la posture, c'est-à-dire comment un chargé de mission de développement local contribue à la mise en dialogue sur un territoire. On le voit sur beaucoup de sujets aujourd'hui dans l'actualité, quels que soient les pays. Il y a beaucoup de conflits parce que tout le monde n'est pas d'accord sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire autour de sujets, par exemple sur l'eau et l'assainissement. Et donc, comment on fait dialoguer les autorités locales, les habitants, les acteurs de la société civile, comment on travaille en équipe, comment on vit la co-construction, comment on gère des conflits. Tout ça, ça renvoie à la posture du chargé de mission en développement local, et c'est vraiment des choses essentielles pour nous dans ce qu'on veut proposer dans cette formation. Alors, bien sûr, un des objectifs pour vous qui peut être très important et qui peut vous permettre encore plus de donner du sens à votre venue en formation, c'est de faire du réseau, s'inscrire dans des réseaux, parce que le fait d'être en lien avec des personnes issues de pays différents, enfin, je reviendrai sur le public tout à l'heure, vous verrez, ça peut être riche de rencontres. Et puis aussi, le CIEDEL s'inscrit, puisque nous sommes des acteurs nous-mêmes professionnels du développement, on s'inscrit dans des réseaux en France et à l'international qui peuvent bien sûr vous intéresser. Donc, c'est ce que vous pourrez trouver ici, et c'est ce que de plus en plus les personnes cherchent en venant ici à Lyon, c'est au CIEDEL, c'est cette capacité à entrer dans des réseaux et à construire son parcours professionnel en lien avec ces réseaux. Alors, je vais maintenant entrer dans le vif du sujet sur la formation pour un métier. C'est quoi ce métier de chargé de mission de développement local? Alors, désolé, on a une porte qui bip derrière nous, mais ça devrait s'arrêter. Alors, ce métier, on peut dire qu'il renvoie à des grandes activités, dont j'en ai déjà un petit peu parlé, la conception, la mise en œuvre de politiques publiques locales, comment dans une collectivité on va contribuer à l'élaboration de politiques publiques, par exemple l'élaboration de systèmes alimentaires territorialisés, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais de politiques publiques dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. Voilà, donc
On va aussi retrouver des activités en lien avec l'accompagnement à la décision des autorités locales ou aussi comment on va faire dialoguer des autorités locales, alors qu'elles soient élues ou déconcentrées, avec des autorités d'autres niveaux territoriaux. Des activités, c'est l'animation de territoire. Donc ça, c'est quand vous participez, mais certains d'entre vous sont déjà dans ces activités-là, quand on participe à un cadre de concertation multi-acteurs, ou quand on organise, on pilote, on anime ces cadres de concertation. Donc ça, c'est vraiment les grandes activités du chargé de mission développement local. Il y a l'élaboration et le pilotage de projets, et puis tout ce qui est autour de l'animation de réseau et la coopération entre acteurs. Alors, de ces activités, je dirais, un chargé de mission de développement local, pour conduire ces activités, il a besoin de compétences. Et donc, ces compétences, elles sont organisées en blocs. Dans notre formation, vous allez acquérir des compétences organisées autour de 4 grands blocs. Et ces compétences, elles seront acquises au sein des modules qui vont se succéder dans l'année. Donc, c'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu technique, c'est l'ingénierie, mais c'est pour que vous compreniez comment est construite la formation. Alors, vous avez donc un premier bloc de compétences où on va retrouver cette question de la conception des politiques et le projet de développement. Un deuxième bloc sur la mise en œuvre et le pilotage. Donc, à l'intérieur de ce bloc, je vais vous montrer tout à l'heure, il y a des modules. Hein. Et puis, un troisième bloc autour de l'animation des partenariats et la relation avec les habitants sur un territoire. Et alors, c'est là où il y a une petite, je dirais, je ne sais pas si c'est une subtilité, c'est une nouveauté en tout cas dans notre formation. On a aujourd'hui un quatrième bloc de compétences qui va être ce qu'on appelle donc nous les parcours, et qui sera à choisir parmi les 5 suivants. Donc, il y en a un qui va être très centré sur la gestion de projet. Il y en a un autour des questions de changement climatique. Un parcours autour du développement économique local, un parcours sur le renforcement de la solidarité sur les territoires, et un parcours sur la mobilisation citoyenne. Alors, ce qu'on appelle des parcours, c'est vraiment des spécialisations. C'est-à-dire qu'en gros, chaque personne qui vient en formation, je le dis hein, parce que c'est très important, chaque personne qui vient en formation au CIDEL suive le cursus chargé de mission en développement local, aura les mêmes compétences, mais se spécialisera en fin d'année. Alors, comment ça s'organise? C'est quoi l'architecture de la formation durant l'année? Alors, c'est un schéma hein, que j'ai fait. Je ne vous présente pas le calendrier exact parce qu'on n'est pas là pour entrer dans le détail. Toutes les informations sont sur notre site, sur notre plaquette. Vous pourrez poser des questions. Il y a beaucoup d'informations. Mais l'idée, c'est de vous présenter la logique. Donc, vous arrivez fin septembre, on vous accueille, on a 2-3 jours liés au démarrage de l'année. Et donc, ensuite vont se succéder plusieurs modules de formation, dont le principal autour des questions de comment on fait un diagnostic de territoire et l'analyse de la stratégie des acteurs sur ce territoire. Ensuite, il y a une petite pause d'une semaine qui va vous permettre de souffler un peu et de faire vos travaux personnels d'évaluation. Donc ça, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Ensuite, vous enchaînez sur à nouveau plusieurs modules, à nouveau une respiration, du temps pour vous, personnel, etc. Donc voilà, ça se succède comme ça. Et à la fin de l'année, en mois de mai-juin, vous avez donc les modules liés au choix de votre parcours. Autrement dit, on ne vous demandera pas tout de suite de choisir votre parcours quand vous allez remplir votre dossier de candidature. Vous pourrez le faire pendant l'année. Vous aurez eu le temps de réfléchir à la thématique qui pourrait plus vous intéresser. Voilà, donc c'est comme ça que l'année est organisée. Alors, des choses peut-être de détail. Quand je dis plusieurs modules, ça veut dire des modules. Un module, c'est un cours qui peut être d'1 semaine ou de 3 semaines ou de 4 semaines.
Le premier module de l'année qui s'appelle Fondamentaux du développement dure 1 semaine. Le module Diagnostic des territoires et de stratégie d'acteurs dure 4 semaines. Et un module, c'est 5 jours, avec une alternance de temps personnel, mais quand même beaucoup d'heures de face à face. Et donc, enfin, je vous dis ça parce que c'est une formation qui est, je le disais tout à l'heure, engageante, mais c'est une formation qui est très, très dense. On reviendra tout à l'heure sur les évaluations, les modalités pédagogiques. Vous verrez que quand on dit donc un cours, une journée, enfin donc je reprends le fil, un cours qui dure 1 semaine du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h tous les jours. Rassurez-vous, c'est pas 9 h, 17 h, assis sur une chaise à écouter, et ce qu'on est en train de faire là maintenant, quelqu'un qui parle, pas du tout, c'est beaucoup de travaux de groupe, des visites de terrain, des mises en situation, etc. Je reviendrai là-dessus sur la pédagogie tout à l'heure. Donc ça, c'est l'architecture de la formation. Encore une fois, si vous avez des questions sur les modules, vous pouvez aller voir notre site, vous pouvez aller voir nos plaquettes. Là, on est vraiment ici pour vous expliquer la logique de la formation et ce que vous pouvez en retirer, en fait, ce qui peut vous intéresser. Alors, sur l'évaluation des compétences, ça, j'en parle maintenant parce que la question revient souvent dans les webinaires. Donc, vous avez des travaux d'évaluation qui ont lieu régulièrement tout au long de l'année. Donc, on est sur un contrôle continu. Qui sont en lien avec les modules de formation suivis. Mais donc, on évalue vos compétences en lien avec ces modules. Ils peuvent avoir lieu sur le lieu de la formation ou hors centre. Donc là, c'est des travaux écrits. Comme je vous l'ai dit, vous avez des semaines qu'on appelle, nous, de respiration entre plusieurs cours. Et donc, vous pouvez faire ces travaux individuellement. Pour obtenir le titre, vous devez avoir au moins 10 sur 20 à chacun des 4 blocs de compétences. Je vous passe les détails sur comment tout ça s'agence. Encore une fois, ça vous sera expliqué tout à fait en détail en début d'année. Mais il faut avoir la moyenne à chacun des 4 blocs. Et la note de bloc, elle est produite par la moyenne des travaux d'évaluation. Voilà. Grosso modo, les modalités, donc c'est encore une fois un travail au long cours, tout au long de l'année. On est sur du contrôle continu, donc la plupart du temps individuel, mais aussi en groupe, à l'oral, à l'écrit. C'est très varié. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, je me tourne vers Gaëlle, qui va me dire s'il y a des questions là sur ce que je viens de dire. Parce qu'il y a peut-être d'autres choses qu'on verra par la suite. Mais il y aura peut-être d'autres questions à venir sur cette partie. Je signale juste par rapport au chat, donc il y a les questions sur le financement, on en parle un petit peu à la fin, donc on ne va pas y répondre là, sur les questions de bourse, etc. Sur les modalités, donc je rappelle ce qu'a dit Corinne au début, qu'on est sur une formation uniquement en présentiel, on ne la propose pas en ligne. Il n'y a pas de... C'est pas prévu dans ce sens, en tout cas dans un temps court. Voilà. Alors après, d'abord une petite note. Donc on voit qu'il y a des gens qui ont des métiers très différents. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure si on évoque les métiers. Donc c'est intéressant. Deux questions. Je te laisse y répondre soit maintenant, soit plus tard. D'accord. Une première, c'est sur le changement de nom de la formation. Oui. Est-ce que ça correspond à des changements importants en termes de contenu donc, qu'est-ce qu'il y a qui a changé? Et les deuxièmes questions, ça concerne plutôt la VAE, mais peut-être qu'on peut y revenir à la fin de cette présentation, donc de savoir comment elle est accessible et à qui elle s'adresse. D'accord. Alors oui, je vais répondre tout de suite. Alors sur le changement de nom, ça renvoie à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc on a une formation qui est reconnue par l'État français. Donc chaque intervalle régulier, donc jusqu'à présent c'était tous les 5 ans, on renouvelle notre dossier auprès du ministère du Travail et de la formation professionnelle pour être autorisé à délivrer ce titre. Donc
il y a pour nous pas de changement sur les contenus, mais c'est l'État qui nous a imposé ce changement de nom. En considérant que par rapport au contenu de ce qu'on proposait, ça correspondait à l'intitulé chargé de mission en développement local. C'est même, le titre est un petit peu plus long, c'est en France et à l'étranger. Alors, voilà, donc la réponse, elle est assez simple. En fait, c'est pas nous qui avons choisi, mais tout comme c'est pas nous qui avions choisi l'intitulé expert en ingénierie de développement local, c'était l'État qui avait aussi imposé ce titre-là. Voilà. Mais en termes d'approche de ce que nous on met dans la formation, de notre conception du métier d'agent de développement local et du sens qu'on souhaite donner au contenu pédagogique, aux modalités pédagogiques, il n'y a absolument aucun changement. La formation, elle a évolué, bien sûr. Hein. La formation, elle évolue tout le temps. Enfin, en tout cas, nous, on a à cœur de la faire évoluer régulièrement en lien avec l'évolution des contextes, des environnements, des contraintes qui pèsent sur les uns les autres. Voilà. Donc ça, la formation évolue, mais ça, je dirais, en permanence. Sur la question de la VAE, je dirais le public de la VAE peut être le même que le public de la formation en présentiel. Simplement, il y a des personnes qui ont déjà une grosse expérience et qui préfèrent venir, disons, valider le titre en faisant une VAE, c'est-à-dire un dossier, et en soumettant à un jury professionnel la vérification de ses compétences. Alors, c'est une démarche qui est complètement différente. En formation, vous allez être dans un groupe, vous allez rencontrer des gens, vous allez vous confronter à d'autres pratiques, vous allez enrichir votre réseau. En VAE, vous êtes seul et vous écrivez, vous prouvez que vous avez les compétences auxquelles vous prétendez. Alors, c'est deux démarches très différentes. C'est pour ça que là, on ne le présente pas en détail. Il faut savoir que ça existe. Mais après, donc voilà, il y a tout un processus pour s'inscrire en VAE, etc. C'est assez lourd pour les personnes. C'est extrêmement difficile de faire une VAE quand on travaille. Parce qu'en fait, ça demande de se poser, de réfléchir, d'écrire, etc. Et en fait, on est seul. Donc voilà, c'est deux approches complètement différentes. Merci Corinne. Et donc pour résumer, le titre a changé de nom, mais il reste au même niveau de diplôme et il prépare au même métier. Il n'y a pas de dévalorisation. Il y a quelqu'un qui posait la question de la dévalorisation, mais en fait c'est le même, c'est la suite logique et puisqu'on parlait de la formation à distance, on ne propose pas non plus de formation en alternance, puisqu'il y a quelqu'un qui demandait aussi. C'est vraiment de la formation en présentiel à Lyon. Et vous allez voir pourquoi aussi quand on va présenter dans 1 minute la pédagogie. Enfin, même maintenant. Dans 10 secondes. Voilà. Donc, merci pour vos questions. Oui, alors en fait, on va aborder maintenant 3 points complémentaires. C'est la spécificité de l'expérience du CIEDEL en formation depuis 30 ans. Je dirais il y a 3 spécificités. D'abord la pédagogie, ensuite tout à fait liée la question de la rencontre interculturelle, d'où cette question du présentiel. Et évidemment, tout à fait en conséquence, le lien avec le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, sur la pédagogie, je vais aborder successivement plusieurs points, l'équipe pédagogique, les expériences, les contenus, etc. Vous allez voir quelles sont les spécificités de notre formation. Alors, je vais donc vous montrer d'abord l'équipe. Alors, je vais faire ça, en espérant que ça marche. Oui. Alors, je vous demande de patienter une demi-seconde. Il faut que
le site, voilà. Donc en fait, on est, je vous l'ai dit tout à l'heure, le CIEDEL, donc en fait, c'est une équipe. Donc vous voyez, vous les retrouverez si vous allez visiter notre site, on voit bien, oui. Donc Jérôme, Emmanuel, Audrey, etc. Donc on est une équipe de 13 personnes aujourd'hui. Et en fait, cette équipe, elle est pluridisciplinaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est aussi chargé de mission sur le terrain en fonction de nos, je dirais, métiers d'origine ou disciplines d'origine. Et donc, vous avez en face de vous, enfin, la formation, elle est assurée par l'équipe du CNEL. Ce n'est pas une formation où on ne fait pas de l'assemblage de formation où après on fait appel à des intervenants extérieurs. Alors, vous rencontrerez des intervenants extérieurs, mais des personnes qui viennent illustrer, soumettre des cas, donc des gens auxquels on fait appel. Mais la formation à 95% est assurée par les membres de l'équipe. Alors, je reviens. Ouais, et puis je vais en profiter le temps que tu fasses ça. Ah bah non, voilà, c'est rapide. Oui, mais vas-y. Puis... Pour préciser que les modalités, donc Aruna avait une question sur les modalités pour ceux qui sont hors France. En fait, la formation, ce sont les mêmes modalités pour les gens qui sont en France ou hors France. Il faut s'inscrire et venir au CIEDEL pour faire la Ah oui, formation, oui, la en formation. présentiel. Mais c'est la même chose, public français ou à l'étranger. Oui, oui, vous allez voir, on va y revenir. Donc, deuxième spécificité, bah là, vous voyez, vous avez notre salle de cours, vous voyez justement un public à la fois français, on a à l'écran des gens qui viennent de Madagascar, du Niger, différents pays de l'espace francophone. Donc, c'est une pédagogie qui est basée sur l'expérience. Donc, où en fait, on fait travailler les personnes qui viennent en formation sur leurs expériences, mais aussi où on va vous faire acquérir, enfin en tout cas on l'espère, des outils en matière d'évaluation, de montage de projet, etc. Et qu'on va mettre en œuvre tout de suite. Là, vous avez à l'écran un groupe qui a travaillé pendant quelques jours sur les démarches de capitalisation et qui expérimente en 3D la capitalisation autour de la construction d'un pont. Ici, vous avez l'image d'un stage terrain où on est dans un moment de restitution auprès des personnes qui ont participé à l'évaluation et on restitue les résultats de l'évaluation. On est dans le territoire le département de l'Allier, c'était en 2017, et on restituait les résultats de l'évaluation. Donc, c'est ça qu'on appelle la pédagogie expérientielle, c'est-à-dire on part de l'expérience des gens, on acquiert des outils, on remet en mouvement ces acquisitions dans des actions concrètes, et ça forme une boucle et qui permet d'ancrer les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être au fur et à mesure de toute la formation. Alors, deuxième chose, c'est une expérience de terrain. Donc, on fait des stages pendant cette formation. Alors, quand je parle de stage, je parle de stage de la promotion. Hein. Je vous ai dit un groupe de 25 personnes qui sont à Lyon pendant 9 mois. En début de formation, donc au mois de novembre, il y a un premier stage terrain d'une semaine autour des questions de diagnostic de territoire. Donc là, vous voyez un groupe qui commence à arpenter le territoire, c'était dans le département du Rhône, ou ici, un groupe qui a mis en place une animation dans la rue sur le porteur de parole dans un quartier de Lyon. Voilà, donc on va travailler sur le terrain. Donc il y a 2 stages, un en novembre, un en avril. Alors si vous souhaitez ensuite faire un stage individuel à l'issue de la formation, c'est pas obligatoire, c'est pas compris dans la formation, mais vous pouvez très bien trouver un stage et le faire. Et à ce moment-là, nous, on peut passer la convention avec l'organisme de stage. Ça peut enrichir votre formation, mais je dirais c'est en complément de la formation, c'est pas prévu dans le cadre de la formation. Mais nous, on peut vous faciliter les choses là-dessus.
Et puis, troisième chose, on va favoriser la rencontre interculturelle. C'est vraiment pour nous quelque chose de très, très important, d'où le fait de faire cette formation en présentiel. Alors, on peut dire, quand on parle d'interculturel, souvent on parle des pays. Donc, vous avez des personnes, évidemment, qui viennent je l'ai dit, hein, d'espaces francophones. On a des étudiants français, bien sûr. Donc ça, c'est la première rencontre, le premier niveau, je dirais, de la rencontre interculturelle. Mais vous avez aussi des rencontres entre générations. Alors, vous voyez, par exemple, ce monsieur ici, en haut, sur la photo en haut, qui, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, n'est pas du tout formateur ou professeur, mais c'est bien un étudiant. Donc, vous avez des gens qui sont presque à la fin de leur carrière professionnelle et qui vont faire la formation. Et vous avez ici en bas un jeune qui est en formation cette année et qui, lui, a 24 ans. Donc, la rencontre interculturelle, c'est aussi la rencontre des générations. Et puis, c'est aussi les origines professionnelles. C'est-à-dire que vous avez des gens qui peuvent venir des services de l'État. Donc, il y a 2-3 ans, on avait un sous-préfet d'une région du Sénégal, mais vous pouvez être aussi responsable d'une ONG de défense des droits de l'homme, vous pouvez être élu d'une collectivité territoriale, ou voilà. En fait, et ça dans n'importe quel secteur, hein, puisqu'encore une fois, les questions de développement, elles sont multithématiques, elles concernent. Alors, je vois Gaël qui Ouais, je veut. me permets justement, parce que dans le chat, au début, les gens se sont un peu présentés, certains, et donc on a par exemple un chargé de projet, quelqu'un qui est au conseil municipal chargé des questions de l'environnement dans une petite commune, ou peut-être pas petite d'ailleurs. Consultant en développement, on a une conseillère en insertion, un chargé du volet état civil dans un programme d'appui à la gouvernance. Enfin voilà, il y a des choses assez différentes qui reflètent bien l'interculturel dans notre public. Et c'est très important pour nous parce Et que. les OSC aussi, Ouais. des gens qui viennent des OSC, bien sûr. Ouais. Et c'est très important pour nous parce que si vous vous rappelez de ce que j'ai commencé à dire en début de présentation, quand on parle du développement aujourd'hui, on parle de dynamique multi-acteurs. Je disais que ça demandait de faire bouger ses postures professionnelles, faire dialoguer des gens de milieux différents. Et c'est vrai, quand on l'a expérimenté en formation, c'est beaucoup plus facile ensuite d'aller dialoguer avec les services de l'État ou avec les collectivités locales, ou inversement, quand on vient des services de l'État, de se dire finalement, les ONG, ce ne sont pas que des empêcheurs de tourner en rond, mais c'est des gens qui ont des idées et on peut s'appuyer sur ces idées pour faire avancer les choses. Voilà. Donc, vous avez cette diversité qui est vécue pendant une année, et nous, on fait le pari, et en fait, on sait très bien ensuite sur le terrain, parce que nos anciens étudiants, on a aujourd'hui un réseau de à peu près 1500 personnes qui sont passées par le CIEDEL. On sait très bien que sur le terrain, ça change absolument tout dans la posture professionnelle et dans la manière de travailler, dans le regard qu'on porte sur les autres. Alors, bon, il y a une photo qu'a ajoutée Gaëlle là, récemment. Il y a un élément sur la rencontre interculturelle autour de la convivialité. Je pense que c'est très important, et encore une fois, je dis, cette formation, elle a lieu en présentiel parce que au cœur quand même de la rencontre et de ce processus de formation, la convivialité est importante parce que c'est ça qui donne envie, c'est un moteur pour faire avancer les gens ensemble. Alors, il y a une autre spécificité autour de l'accompagnement personnalisé. Donc, il y a un tutorat qui est proposé au cours de l'année pour repenser sa réinsertion professionnelle. Alors, chaque année, on laisse les gens arriver, on les laisse s'installer dans la formation. Et puis, au bout de quelques mois, on propose donc un suivi tutoré. Parce qu'en fait, on pense que dès que vous arrivez en formation, il faut déjà penser à quand vous allez repartir. Et il faut accompagner ce travail à la fois d'acquisition des compétences au fil de l'eau et la réflexion sur après, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais changer de voie, voilà. Donc il y a tout un travail d'accompagnement qui est fait.
Et puis, dernière chose, en tout cas, sur cet aspect des spécificités de la formation, c'est le lien avec le territoire et les professionnels. Alors, quand on dit le lien avec le territoire, en fait, on parle du territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la région dans laquelle se trouve la ville de Lyon. Il y a 11 départements. On a un territoire qui est très riche, à la fois très urbain, puisqu'il y a la métropole de Lyon au cœur de ce territoire, mais il y a aussi des espaces ruraux très, très, très variés, la montagne, la plaine, etc. Et on a à cœur de permettre à nos étudiants de rencontrer, de faire du réseau, de rencontrer, de découvrir des personnes, des cultures, des manières de travailler, d'aller concrètement à la rencontre de professionnels ou d'associations de notre territoire. Voilà. Et donc, d'où ce qui justifie en fait le fait que cette formation soit en présentiel à Lille. Est-ce que Gaëlle, sur ce point, il y a des questions? Il n'y a pas de questions là, donc on peut continuer sur la On peut pédagogie. continuer? D'accord. Alors, juste, je vais bientôt terminer de toute façon sur l'après-formation, parce que c'est aussi important que vous ayez des points de repère là-dessus. Donc, en chiffres, on a donc 75% des participants qui ont changé d'emploi dans les 6 mois qui ont suivi la formation, dont les 2 tiers immédiatement après. Alors, je tiens à dire que ces chiffres-là, ils sont issus de l'enquête qu'on est obligé de faire pour le renouvellement de notre agrément. Donc, on fait à intervalles réguliers des enquêtes. Donc là, c'était les chiffres 2022 sur l'insertion des personnes à l'issue de leur formation au CIEDEL. Donc, on a 23% d'évolution salariale en moyenne, donc des gens qui, alors évidemment, c'est de l'évolution salariale en mieux, évidemment. C'est donc les gens à l'issue de la formation qui continuent dans le développement local, acquièrent des nouvelles compétences, donc des nouvelles responsabilités, et donc voient une amélioration salariale. Et on a 92% de personnes qui sont en emploi ou en poursuite d'études dans les 6 mois qui suivent la formation. Donc 70% qui sont en emploi, 14% en poursuite d'études et 8% qui sont soit sans emploi ou en emploi mais qui n'ont pas de rapport avec le développement local. Alors, quelques exemples pour illustrer. Donc, c'est pour illustrer aussi à quel point des personnes peuvent changer complètement de perspective professionnelle. Donc, Sarah, c'était une personne qui arrivait, qui avait exercé 10 ans comme infirmière libérale, qui se posait beaucoup de questions sur sa pratique professionnelle. Ensuite, elle avait été chef d'équipe dans les questions de management d'équipe d'enquêteurs en santé. Et elle est devenue ensuite, elle a donc fait la formation du CIEDEL et elle a été agent de développement en politique de la ville sur la commune de Saint-Priest, qui est une commune de l'agglomération lyonnaise. Nana, coordinatrice de projet santé de la reproduction, droits de l'enfant dans une association Bamako, qui est ensuite devenue chef de projet chez Plan International, qui est une grande ONG que certains d'entre vous, nombre d'entre vous, j'imagine, connaissent au niveau du Mali. On a Isabelle qui était responsable nationale au niveau de la JEC, donc dans l'éducation populaire en France, qui à l'issue de la formation est devenue responsable d'un programme d'appui à gouvernance locale à Madagascar. Donc là aussi dans une grande ONG chez ID. Oui. Et puis elle a changé de poste depuis, elle est juste à côté de nous maintenant. Oui, voilà. Donc maintenant elle a rejoint une équipe qui est très proche de nous. Adoum. Agent sur le projet de développement rural appuyé par la FIDA et qui est devenu ensuite chargé du département suivi-évaluation. Il y a des gens qui, au CIEDEL, se découvrent une passion pour l'évaluation au CISAP. Bon, c'est des exemples, comme je vous disais, on a 1500 anciens étudiants, donc c'est pour vous montrer la diversité, des parcours. Et des profils. Il y a des consultants, il y a des gens qui prennent un travail très local. On a quelques personnes qui sont passées sur des postes de ministère. Enfin, il y a vraiment des postes, des
fonctions très différentes après le CIEDEL, et des fois c'est 5 ans après le CIEDEL, hein, c'est pas tout de suite. C'est des changements successifs. Voilà, voilà. Et en fait, ce qu'on constate aussi, donc ça, c'est aussi important, c'est que certes, c'est une formation qui est dense, qui est, comme je l'ai déjà dit à 2 reprises, très engageante, mais c'est aussi un moment où les personnes peuvent se poser et réfléchir et justement se réorienter, découvrir des nouvelles manières de travailler et se dire bah, finalement, alors ça peut être confirmer en fait son secteur en disant bah oui, c'est toujours dans ce secteur que je veux travailler, mais avec mes nouvelles compétences, je vais pouvoir travailler différemment. Ou alors se dire tiens, bah, je peux changer complètement, travailler à l'international. Voilà, c'est vraiment, il y a une grande. Mais s'arrêter une année et se former, ça permet ces changements. Voilà, donc on a, pour identifier les métiers, hein, on vous met à l'écran des liens sur les métiers visés et sur des témoignages vidéo qui ont été réalisés à l'occasion des 30 ans du CIEDEL. Donc vous trouvez sur notre chaîne YouTube où il y a des anciens qui témoignent de ce qu'ils ont pu acquérir en formation et enfin, surtout comment ils exercent, enfin vers quel métier ils se sont quels emplois, pardon, ils ont pu s'orienter. Et puis Voilà. j'en remets un ou deux dans le chat qui concernent aussi des choses plus précises, comme le module des gens qui ont suivi le module évaluation. Voilà. Merci Corinne. Est-ce que tu as fini sur cette... Alors moi j'ai terminé, sauf s'il y a des questions de précision concernant ces éléments. On va pouvoir donner la parole à Catherine, je ne sais Ouais. pas. Alors peut-être une petite question auquel Catherine, je pense, peut répondre. Le stage, donc, qui n'est pas inclus ou pas obligatoire dans la formation, mais pour les personnes qui souhaiteraient à la fin de la formation faire un stage, il peut durer combien de temps au maximum? Il faut que tu remettes ton micro. Est-ce qu'il y a un temps maximum du coup? J'ai remis mon micro, c'est une question piège, je ne sais pas. Non, je pense pas qu'il y ait de durée maximum, mais non, ce qu'on peut dire, c'est que pendant la durée du stage, les étudiants, continuent à enfin les stagiaires Ouais. continuent à bénéficier du statut d'étudiant. Par contre, ils ne sont plus, boursiers, si c'était le cas avant, et ils doivent, donc gérer eux-mêmes leurs, ressources. Pourvoir à leurs ressources. Alors les stages, en France, quand ils excèdent une certaine durée, sont, indemnisés, mais c'est pas des grosses sommes. C'est vraiment un petit, on appelle ça une gratification, c'est, suivant les structures, c'est quand même de l'ordre du symbolique. Donc il faut pouvoir avoir d'autres ressources. Et le logement pour rester Et le accessible? logement, c'est pareil, c'est pas pris en charge, une fois que l'étudiant a terminé sa formation en présentiel, il, doit pourvoir lui-même à ses besoins, c'est-à-dire aussi bien le logement que les frais de vie. Voilà, c'est Voilà. pas du tout une modalité qui est prévue dans la formation, mais c'est une possibilité que vous avez une fois sorti de formation. On peut faire une convention de stage, donc vous pouvez faire un Oh, stage, et ouais. c'est inclus Donc, ni dans suivant la durée, on vous demandera de peut-être payer des frais d'inscription. Donc, comme payent les gens qui viennent en formation courte, donc c'est, je crois, là, 175 € pour l'année prochaine. Ça vous permet d'avoir une couverture sociale, surtout, et donc de bénéficier du statut d'étudiant. Voilà. Merci Catherine. Et avant qu'on enchaîne, alors on va aller du coup vers la question du parcours d'admission au CIEDEL, et puis la question des coûts aussi qui ressort dans le chat. Juste avant ça, je veux bien que Corinne,
tu fasses un point sur les conditions d'admissibilité au CIEDEL. Il y a eu des personnes qui ont demandé si avec un bac+3 on pouvait rentrer au CIEDEL, si en sortant du secondaire on pouvait rentrer au CIEDEL. Alors j'ai pas plus de précision. Oui, Voilà. bien sûr, je voulais en parler, j'ai oublié de le faire. Alors, il y a 2 possibilités. Si vous êtes un professionnel en emploi, les conditions, c'est bac+3 avec 3 ans d'expérience. Alors, évidemment, il y a toujours des cas particuliers. On a eu le cas d'une personne l'année dernière qui n'avait pas bac+3, mais qui, du fait de son âge, c'était un monsieur qui avait plus de 45 ans, il avait 25 ans de pratique professionnelle dans une ONG qu'il avait montée. Et donc, évidemment, j'ai reçu ce monsieur en entretien en visio, puisqu'il n'était pas français. On a échangé et je me suis rendu compte assez rapidement, en échangeant avec lui, qu'il avait tout à fait le niveau pour s'inscrire en formation. Donc, j'essaye d'être claire quand vous êtes des professionnels, c'est bac+3 et 3 ans d'expérience, mais évidemment, cette question du bac+3, si vous avez 10, 15, 20 ans d'expérience professionnelle, nous, l'équipe pédagogique, il nous suffit d'échanger avec vous pour voir si vous avez le profil pour pouvoir suivre la formation. Pour les personnes qui viennent de terminer, qui sont à l'université, donc en formation initiale, la formation… Ou juste après, parce qu'on a une personne en service civique aussi, par exemple. Oui, ou juste après. Donc, normalement, c'est bac+4 et de l'expérience. Alors là, on ne demande pas de l'expérience professionnelle, mais vous avez des gens qui, très jeunes, démarrent justement un service civique, ont une expérience comment dirais-je, de bénévolat, comme je le disais tout à l'heure. Donc, à ce moment-là, ça c'est à préciser dans votre dossier. De toute façon, il y a des choses à remplir là-dessus. Et donc, nous, on évalue en lisant votre dossier. Et si on a le moindre doute, évidemment, on vous contacte et on précise des choses pour voir si vous pouvez suivre ou non cette formation. Merci, Corinne. Et puis un dernier petit point qui ressortait aussi dans le chat sur l'obtention du titre. Donc tu parlais tout à l'heure des compétences qu'il faut valider. Donc il faut valider toutes les compétences pour obtenir le titre. Si quelqu'un a déjà fait des modules de formation et a déjà validé certaines des compétences, comment ça fonctionne? Alors, eh bien là, on va prendre en compte les compétences déjà acquises, puisque la personne a déjà suivi des modules. Dans les 5 dernières années, je crois. Hein. Oui, alors il faut regarder, après c'est au cas par cas, je dirais. Et puis ensuite, effectivement, on permettra à la personne d'entrer en formation et d'acquérir. C'est toujours un petit peu plus compliqué parce qu'il faut bien évaluer si par rapport à ce que nous on propose en formation, les choses n'ont pas trop changé. Donc, plus on est loin dans le temps, plus c'est compliqué. Mais voilà. Mais là, je dirais, on est sur du cas par cas. Oui. Hein, donc, si vous êtes dans des cas particuliers comme ça, la meilleure chose à faire, c'est d'envoyer un email à ciedel.formation@unif-4 Lyon. Donc, si vous êtes déjà en lien avec le CIEDEL, vous devez avoir cette adresse, mais sinon, elle est sur notre site internet et dans ce chat. Et voilà, vous nous précisez la situation et éventuellement, on convient d'un rendez-vous téléphonique si besoin. Alors, je vais peut-être départager l'écran pour Oui, enlever. donc on va passer du coup à la présentation du parcours pour venir au CIEDEL et puis des modalités pratiques avec Catherine qui va présenter ça. Juste le temps qu'on recharge la diapositive. Voilà, donc on enchaîne là-dessus. Si vous avez encore des questions sur les questions pédagogiques, contenu auxquelles on n'aurait pas répondu, vous pouvez continuer à les poster dans le chat ou vous pouvez nous envoyer un email à l'email que j'ai indiqué. Et évidemment, il y a plein d'infos sur le site aussi. Donc Catherine, c'est à toi pour nous présenter du coup comment on s'inscrit au CIEDEL et comment on arrive jusqu'à Lyon.
Merci Gaëlle. Alors bonjour à tous. Donc je vais vous expliquer comment être là à la rentrée le 27 septembre prochain. Donc le parcours en fait du candidat est relativement simple, mais très précis. Donc vous allez commencer par déposer un dossier de candidature complet. La deuxième étape, ça va être la validation de ce dossier. La troisième étape, ça va être le financement de la formation. La quatrième étape, c'est pour ceux qui sont à l'étranger, la recherche de visa. Donc, je vais reprendre un petit peu plus en détail donc en commençant par le dépôt de dossier de candidature. Donc, ce dossier, il est accessible sur le site du CIEDEL, bien sûr. Si vous avez des difficultés à le trouver, vous pouvez me le demander par mail. Donc, ce dossier, il faut le remplir soigneusement et attentivement. Ce dossier sera examiné par un comité pédagogique qui va donner un avis sur ce dossier. Et cet avis, il est basé sur ce que vous allez écrire. En particulier, il y a des questions sur votre activité, sur ce que vous faites au quotidien, sur les questions que vous vous posez. Et donc, c'est très important de remplir avec soin votre dossier pour qu'on ait une idée précise de vos besoins et de vos attentes et voir si la formation est vraiment en adéquation avec ça. Donc ce dossier, non seulement il faut le remplir, mais il faut y joindre un certain nombre de pièces qui sont, entre autres, un CV, une copie d'une pièce d'identité, passeport de préférence. On demande aussi la copie du diplôme le plus élevé, avec les relevés de notes. Qu'est-ce qu'on demande d'autre? Si vous avez des attestations de travail ou attestations de formation autres, vous pouvez les joindre aussi. Et si vous avez une prise en charge par, votre employeur ou par, un bailleur quelconque, vous pouvez la joindre aussi dès le départ à votre dossier. Voilà, je pense n'avoir rien oublié, c'est l'essentiel de ce qu'il faut dans votre dossier. Ensuite, ce dossier, donc une fois qu'il nous est parvenu, il est examiné, il y a un avis qui est donné. Cet avis, il peut être directement positif, il peut être, on peut demander des informations complémentaires s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour nous. Si on peut demander à vous rencontrer en présentiel si vous êtes dans le secteur ou sinon par Teams comme maintenant ou enfin en visio. Voilà pour avoir des précisions sur votre candidature. Voilà, dans certains cas, si vous n'avez pas assez d'expérience ou si vos diplômes, sont trop récents ou pas assez élevés, on peut vous demander de travailler quelques années de plus pour, augmenter un peu votre expérience, pour alimenter un peu plus votre formation un peu plus tard, quelques années plus tard. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair ce que je vous dis. Donc si votre dossier est validé, vous allez recevoir une attestation de préinscription et vous allez recevoir un devis. Et là, ça va être, à vous de trouver votre financement. Donc le devis, il est uniquement sur le coût de la formation au CIEDEL, c'est-à-dire qu'il y a les frais d'inscription qui sont de 300 € et les frais pédagogiques qui sont pour 2023-2024 de 8 925. Donc le tout pour la formation, ça fait 9 225. Mais pour tous ceux d'entre vous qui sont à l'étranger, il faut aussi que vous ayez, de quoi vivre à Lyon pour, en particulier enfin, pas que, mais ça vous est exigé pour solliciter un visa. C'est-à-dire que les services de visa ne vont pas vous se contenter de votre, préinscription ou de votre inscription au CIEDEL. Ils vont exiger que vous puissiez fournir des preuves de pouvoir vivre décemment pendant que vous êtes en formation à Lyon. Donc, ces frais de séjour, on les estime à peu près,
à 750 € par mois. Les services des visas les estiment à un petit peu moins, mais nous, on part sur cette base, donc de 750 € par mois, ce qui fait donc pour 9 mois un total de 6 750 €. Après, pareil, si vous venez de loin, il faut un billet d'avion et puis il y a tous les frais qu'on appelle les frais annexes, qui sont les frais de visa, éventuellement les frais de Campus France, les frais de voyage locaux. Tout ça, ça s'ajoute et donc il y a un budget minimal qui est autour de 16 000 € à trouver pour à peu près un an de formation à Lyon. Donc pour Sauf pour des trouver, personnes qui ont déjà le logement, quoi. Ou oui, ça voilà, réduit un peu, en fait, en fonction tout des. à fait, oui. Pour, alors les recherches de financement ne sont pas tout à fait les mêmes suivant les cas. Si vous êtes en France, il y a des dispositifs particuliers qui sont liés au CPF, à Pôle emploi, à Transition Pro. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Français ici. Et pour si vous êtes à l'étranger, il y a plusieurs pistes pour trouver les financements de votre formation qui sont entre autres votre employeur, votre structure qui peut trouver un intérêt à ce que vous soyez formé au CIEDEL. Il y a des sponsors, des bailleurs qui peuvent être des partenaires, votre réseau, on va dire, en gros. Et le CIEDEL attribue des bourses aussi, des bourses qui sont, en règle générale, des bourses de frais de vie et logement. Donc, bourses qui sont versées sur dossier aux étudiants qui en font la demande. Et donc, il y a aussi un dossier à remplir et à nous adresser. Voilà, Merci. donc si l'étape suivante, une fois que votre financement est acquis, bah, il faut nous le verser. Et à ce moment-là, une fois qu'on a reçu vos frais de scolarité, vous êtes inscrit au CIEDEL, vous recevez une attestation d'inscription et suivant les cas, si vous avez obtenu une bourse du CIEDEL, on vous donne aussi une attestation de bourse. Si vous nous avez demandé à être logé, on vous fournit aussi l'attestation de logement. Et vous n'avez plus qu'à, avec beaucoup de guillemets, faire votre demande de visa. Voilà, donc on vous accompagne pour vos démarches. On peut vous mettre en relation avec d'autres étudiants, des anciens ou des actuels. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Surtout n'hésitez pas à nous solliciter, par, mail de préférence, c'est plus facile pour répondre aux questions, aussi bien, au moment quand vous remplissez votre dossier de candidature, quand vous remplissez votre demande de bourse, quand vous cherchez vos financements. Voilà, on peut vous donner des informations, des pistes. Je peux vous préciser que les logements, que le CIEDEL propose, alors pour le logement, c'est vraiment un service qu'on vous propose. Il y a absolument aucune obligation, vous êtes parfaitement libre de vous débrouiller par vous-même, mais on sait d'expérience que les étudiants, en particulier à l'étranger, n'ont pas tellement de facilité pour trouver des logements. En France, c'est un peu compliqué. Donc nous, on a une convention avec un service de logement universitaire et donc on propose des chambres en résidence universitaire qui sont des petites chambres d'étudiants assez simples, basiques, mais il y a on va dire le minimum vital. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Pour votre arrivée, on peut vous mettre en contact aussi avec des gens d'ici, soit des étudiants, soit des partenaires du CIEDEL. Voilà. Merci. Et peut-être pour, avant de passer aux questions, si vous voulez finir par une note aussi un petit peu voyage, hein, puisqu'on parle de Lyon. Vous avez mis quelques photos de Lyon, donc avec la vie lyonnaise et la vie étudiante aussi, qui est évidemment, évidemment sympathique. Donc, on avait mis ces quelques photos pour finir ce diaporama, mais on va revenir aux questions. Ah oui, pardon. Peut-être qu'on peut parler, voilà, évoquer rapidement l'accessibilité, pardon, avant de passer aux questions. Donc l'accessibilité, en fait, nos locaux à l'université sont évidemment accessibles aux personnes à mobilité réduite, hein. On a des ascenseurs, tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir voilà, les personnes qui ont des problèmes de mobilité. Et puis, en fait, il y a tout un tas de services à l'université pour des personnes qui ont des handicaps ponctuels ou permanents pour vous appuyer. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous avez besoin, mais vous trouverez en tout cas tous ces services à l'université en cas de besoin. Ouais, on va départager l'écran pour pouvoir répondre aux questions qui restent. Alors, merci Catherine. Je remonte un petit peu mes questions. D'abord, sur les financements de la formation professionnelle en France, je pense que tu l'as pas cité, mais il y a les OPCO aussi, hein, les organismes de professionnels. Les opérateurs de compétences, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et le CPF peut être mobilisé aussi pour la VAE, hein, il me semble, si je me trompe pas, mais peut-être que c'est à confirmer. Le CPF pour la VAE, mais c'est aussi une question piège, j'ai un doute d'un seul coup. Peut-être, hein? Je vois pas pourquoi non. Oui, oui, il me semble que ça rentre dedans, Oui, il mais me semble, hein. peut-être à Oui, confirmer oui. quand même. Mathias, j'ai vu que vous aviez posé un certain nombre de questions sur la VAE. S'il vous en reste à la fin de ce webinaire, n'hésitez pas à nous mettre un mail et Catherine pourra vous répondre comme ça. Ouais. S'il y a besoin Et d'une confirmation, de confirmer ça. sur le site du CIEDEL, il y a des pages particulières dédiées à la VAE aussi, hein. On va pointer effectivement vers ces pages dans le chat. Ouais, ouais. Merci. Alors, une question sur l'obtention de visa. Est-ce que le CIEDEL facilite l'obtention de visa? Et pour les démarches en général, peut-être? Alors, le CIEDEL vous fournit tous les documents nécessaires qui sont l'attestation d'inscription, l'attestation de ressources, donc sous forme d'attestation de bourse, l'attestation de logement si vous êtes concerné. On peut aussi envoyer un message pour appuyer vos démarches. Voilà, mais c'est, ça me fait penser que j'ai oublié, rappel important quand même pour, la plupart d'entre vous qui êtes à l'étranger, vous devez, respecter les procédures Campus France. Donc respecter les procédures Campus France, ça veut dire vous inscrire sur, Campus France, faire un dossier et passer un entretien et ça aussi, c'est comme le dossier de candidature, c'est un entretien qui se prépare. Il faut, préparer, argumenter pourquoi vous voulez venir au CIEDEL, pourquoi cette formation-là. Vraiment, il faut vous préparer parce que vous avez un entretien et cet entretien,
je vais pas dire qu'il conditionne, mais il est très important pour l'obtention ou non de votre visa, si vous voulez. Donc, préparez bien vos entretiens Campus France pour argumenter sur le pourquoi de votre formation, et ça vous facilitera, vous allez vous faciliter le visa vous-même. Voilà. Et les procédures Campus France, alors en théorie, elles ne devraient pas concerner vous concerner, puisque la formation du CIEDEL est une formation professionnelle, mais dans la pratique, on sait que les services consulaires renvoient systématiquement tous les étudiants vers Campus France. Donc n'essayez pas de passer à travers, c'est assez difficile d'y échapper. Voilà. Merci Catherine. Alors sur Campus France, enfin sur les infos, en fait, une fois que vous faites une préinscription, Catherine vous renvoie aussi des informations pour la suite et reste en contact avec vous une fois que votre préinscription, pardon, est validée et vous renvoie des documents. Et je pense, Catherine, que tu renvoies aussi quelques éléments sur ce qu'il y a à faire Oui, pour oui, la tout à suite. fait. Tout à fait. Merci. Et Campus France concerne aussi les professionnels, Aruna, ouais. C'est pas lié au fait d'être étudiant ou professionnel. Une question sur les dossiers de préinscription, une fois qu'ils sont déposés. Donc, si toutes les pièces, si tout le dossier est rempli et les pièces sont jointes, combien de temps au maximum avant d'avoir une réponse pour un C'est candidat? selon, ça varie des périodes. Dans le meilleur des cas, la réponse est dans les 15 jours, et sinon ça tarde un peu plus suivant la période de l'année, suivant si on a beaucoup de travail, s'il y a urgence ou pas. Voilà, c'est variable. Hein, on va pas vous donner des délais très précis. On essaye de faire au mieux. En tout cas, en ce moment, c'est la période des inscriptions, donc il y a plus de commissions enfin plus de réunions du comité qui étudie ces dossiers. Ouais, ouais. Et j'avais encore une autre question, pardon. Oui, pour des personnes, alors il y a 2 questions en fait qui se rejoignent un petit peu. Je vais vous poser les 2, te poser les 2, Catherine. Donc d'abord, est-ce qu'on peut envisager de venir en formation en 2024 et commencer à payer progressivement après validation du dossier? Donc peut-être tu peux Mmh. repréciser ça. Et une autre personne qui dit: «Peut-on s'inscrire et différer la formation afin d'avoir le temps de rechercher une bourse ou des financements?» Oui, bien sûr. Alors, quand votre dossier a été validé par le comité pédagogique, il reste valide pendant 5 ans. Ça veut dire que pendant 5 ans, vous pouvez tous les ans demander une préinscription et un devis pour l'année suivante, si vous n'avez pas réussi à boucler votre financement, et ça vous permet aussi de, payer par tranche. Je sais que je suis très souvent sollicitée tous les ans par des étudiants qui voudraient payer par tranche. Alors, ce que j'ai peut-être pas précisé ou pas assez clairement, c'est que pour recevoir une attestation d'inscription, pour être inscrit au CIEDEL, il faut payer l'ensemble des frais de scolarité. Et donc, si vous voulez payer par tranche, il faut vous y prendre à l'avance pour que les délais vous permettent d'avoir tout payé suffisamment à temps pour pouvoir après demander votre visa et être là à la rentrée. C'est-à-dire que là, la rentrée, elle est le 27 septembre. On peut imaginer que pour bien faire, il faudrait que votre dossier de visa soit déposé au 15 juillet. Et il y a des pays où c'est beaucoup plus long. Après, c'est toujours pareil, on ne peut pas vous donner des dates précises parce que ça dépend beaucoup d'un pays à l'autre, d'un endroit à l'autre. Il y a des pays où c'est très rapide, il y a des pays où c'est des mois d'attente avant d'avoir un rendez-vous pour avoir un visa. Donc, c'est à vous de vous renseigner aussi dans vos pays, dans vos services consulaires ou les services qui font les visas dans vos pays, quels délais sont raisonnables pour avoir un visa. Et en fonction de ça, il faut prévoir, à quelle date vous devez avoir fini de régler vos frais de scolarité pour pouvoir, être là dans les temps. Voilà, c'est
Nous, on vous propose un chronogramme pour venir, mais c'est aussi à chacun d'entre vous de faire son propre chronogramme en fonction des conditions dans son propre pays, parce que c'est pas tout à fait pareil partout. Donc, ceux qui veulent payer par tranche, ben, si dans leur pays, il faut qu'ils aient tout déposé au 1er juin, il faut que les tranches, elles aient lieu bien en amont, donc peut-être janvier, mars, et que ce soit fini au 30 avril, quoi. Donc, c'est à vous d'anticiper le mieux possible pour augmenter vos chances. Voilà, je sais pas si j'ai répondu aux questions à peu près. Oui, et ça vaut aussi pour, évidemment, pour les dispositifs de financement, y compris en France, où il y a toujours un temps de traitement qui doit être différent selon les. Oui, tout à fait. En France, c'est un petit peu différent, mais il y a aussi des dates à respecter. Par exemple, Transition Pro, il y a des dates de commission, mais en France, enfin, je vais dire relativement plus simple parce que les dates de commission, par exemple, de Transition Pro, elles sont connues d'ores et déjà de tout le monde. Il suffit d'aller sur les sites et puis on sait à quelle date il y a des commissions et donc après, on se positionne en conséquence, quoi. Ouais. Merci Catherine. Alors, on arrive sur la fin de notre session. On a encore le temps de prendre peut-être une ou deux questions s'il y en a encore. Je vais quand même vous rappeler du coup pendant ce temps, donc pour la VAE, puisqu'il y a eu un certain nombre de questions sur la VAE, on ne la présente pas en détail dans cette présentation. Donc vous avez une page sur le site dédié à la VAE et dans tous les cas, la VAE, en fait, le mieux, c'est de nous contacter à la fois pour qu'on vous redise le processus, comment ça marche. Corinne va en dire 2 mots peut-être. Voilà, vous redire comment fonctionne le processus et puis aussi parce que la VAE, de toute façon, il y a un entretien au départ, hein, qui est prévu. Donc c'est pas du tout le même processus. Corinne, si tu veux, Oui, je vais me permettre de parler un petit peu de la VAE, mais la VAE, ça nécessite tout un travail préalable d'échange avec nous pour vérifier que les compétences que vous pensez avoir correspondent bien à ce qu'on demande nous dans notre référentiel de compétences. C'est-à-dire que en fait, la VAE, ça veut dire validation des acquis de l'expérience. Donc, vous dites, en gros, ben, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le développement local et je peux prouver, en expliquant, parce qu'il y a un dossier à faire, ensuite il y a un passage devant un jury, je peux prouver que j'ai ces compétences. J'attire votre attention sur le fait que nous, on a donc ce qu'on appelle un référentiel de compétences. Et bien que vous ayez déjà, depuis que vous travaillez sur 20 ans, peut-être beaucoup de compétences, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas. Et donc, nous, on a ce travail préalable d'identification pour vérifier qu'il n'y a pas des choses qui vous manquent et que vous auriez besoin de suivre en formation. Voilà. Et puis, une fois qu'on a fait ce travail de vérification, on vous fait un plan prévisionnel de déroulement de la VAE. Et après, il y a un travail d'accompagnement dont vous écrivez, on a des rendez-vous, etc. Donc, en présentiel si les gens sont sur Lyon, en distanciel si les gens sont loin. Ensuite, vous passez en jury. Et comment ça se passe un jury? Donc là, c'est avec des professionnels extérieurs qui vont dire, bah oui, on a lu votre dossier de preuve. On vous a écouté, donc vous avez les compétences, etc. Mais il peut aussi vous dire, bah là, on pense que vous avez un travail supplémentaire à faire, ou non, là, vraiment, cette compétence, vous ne l'avez pas, et il faut suivre des modules de formation pour acquérir ce que vous n'avez visiblement pas du fait de votre expérience. Donc, c'est un processus assez long, exigeant, qui demande à être à l'aise avec l'exercice écrit. Voilà. Et de manière générale, on ne suit pas. Donc, on a des gens qui font des VAE chaque année, mais très peu en nombre. Voilà. Donc, je vous alerte parce que ça semble être une bonne solution, mais c'est quand même assez exigeant et à opérationnaliser. Voilà. Et ça demande ce travail préalable d'identification de l'expérience de la personne. merci Corinne. Et puis on va finir par ces questions-là.
Je récapitule aussi, puisqu'il y avait une question qui a été posée donc sur le volume horaire. On est vraiment dans du face-à-face, mais avec des travaux de groupe, etc. Des fois des visites terrain, il y a des stages aussi dont on a parlé. Mais globalement du lundi au jeudi et des vendredis qui sont dédiés soit à du temps pour vos travaux personnels et collectifs, soit parfois aussi à du face-à-face ou à un séminaire. Et puis donc les 2 dernières questions, je les pose à Catherine, sur, alors sur les dispositifs de financement, je vais y répondre. Pour les frais de scolarité, sont-ils ouverts aussi aux étudiants étrangers? Alors les cofinancements, proposés par le CIEDEL dans certains cas, selon vos dossiers, c'est des cofinancements uniquement, donc ça couvre en général les frais de vie. Ça ne couvre pas les frais de scolarité. Après, vous pouvez très bien trouver d'autres sources de financement qui couvrent les frais de scolarité, que ce soit en France ou dans votre pays. Il y a différents dispositifs dont on a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais qui sont à la recherche de chacun. Et puis, faut-il recourir à Campus France pour les formations modulaires de courte durée, Catherine? Non, parce que pour les formations de courte durée, c'est un visa courte durée, c'est pas un visa étudiant. Donc non, il n'y a pas de Campus France pour les formations modulaires courtes. Je peux dire quelque chose là-dessus? Oui. Il y a eu plusieurs questions sur est-ce que même pour des professionnels, il faut Campus France? Et alors, en théorie, non, mais on s'est rendu compte dans la pratique, donc on insiste là-dessus. Catherine l'a probablement déjà dit, mais j'insiste aussi. Il y a vous savez que dans beaucoup de pays, les visas sont aujourd'hui sous-traités à des prestataires et ces prestataires ne font pas cette distinction en fait entre professionnels et étudiants et donc c'est plus prudent de passer par Campus France de manière systématique. Voilà. Merci Corinne. Et donc, on va clore cette présentation ici. Je ne sais pas si tu veux remettre la dernière diapo avec les coordonnées. Oui, À et avec l'écran. plaisir. On va dire au revoir à tout le monde en visio parce que sinon les gens ne nous voient plus, mais on va Donc, remettre la diapo. on va vous remettre la diapo avec les coordonnées. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette présentation. Si vous avez encore des questions, soit sur votre cas individuel, soit sur les démarches, comme l'a dit Catherine tout à l'heure, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, d'abord, si possible par mail, donc au mail qui s'affiche ici, siedel.formation@univ-catolion.fr. Si jamais vous l'envoyez sur un autre mail, on le reroutera. Voilà, donc pour avoir des compléments, demandez les dossiers d'inscription si vous ne les trouvez pas correctement ou que vous avez un doute. On espère voir certains d'entre vous, ou tous, allez, pourquoi pas, à la rentrée de septembre prochain. Et puis, vous avez des infos sur le site. Voilà, n'hésitez surtout pas à utiliser tout ça. On vous enverra un email, alors peut-être demain, en tout cas dans les jours à venir, un email où on vous mettra le lien vers le replay du webinaire, puisqu'il y en a qui l'ont demandé. Et puis on vous mettra peut-être une ou deux informations en complément. Voilà. En tout cas, merci. Il y a plein de merci là qui arrivent du chat. Merci à vous surtout. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée, des bonnes démarches. Et voilà, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Voilà, la réunion va se couper abruptement. Au revoir à tous.